Et c'est parti pour les lectures. Du bon, du moins bon, du génial, du génialissime. Il y a de tout. On va commencer comme d'habitude parce que je suis en train de lire. Donc vous aurez un résumé dans la prochaine vidéo lecture, je pense. Le Venom de Halloween et Ramvi. Premier épisode m'a un peu... J'ai lu que le premier épisode pour le moment. Cet album-là en contient 5, donc j'ai craqué. Je voulais attendre d'en avoir un peu plus pour en lire plus d'un coup. J'ai craqué parce que Halloween, parce que Ramvi, parce que les dessins de Brian Hitch. Le premier épisode est écrit à quatre mains. Et le problème, c'est que les quatre mains travaillent pas ensemble, mais en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a deux personnages qui sont suivis. Il y a un personnage qui est écrit par Halloween, l'autre qui est écrit par Ramvi. Et waouh, c'est quand même un peu... On sent bien les différences d'écriture, on sent bien les différences d'univers, puisqu'il y en a un qui est plutôt spatial et l'autre qui est plutôt la rue, on va dire, le niveau de la rue. Et ça laisse un goût bizarre en bouche. Enfin, en bouche, en lecture, je veux dire. Je sais pas si j'aime ou pas pour le moment. Vraiment pas. Je suis intéressé. Je suis intéressé parce que l'histoire part bien. C'est intéressant, c'est vraiment... voilà, c'est pas ennuyeux. C'est quand même difficile d'apprécier quelque chose qui... Voilà, deux choses qui se sont fait en parallèle. Je sais pas, c'est un peu comme si d'un côté vous regardiez 10 minutes d'une émission de cuisine, puis après 10 minutes d'un film d'horreur, puis vous retournez voir 10 minutes de l'émission de cuisine, puis vous retournez voir 10 minutes du film d'horreur. Ça laisse un peu ce goût-là. Pour autant que le film d'horreur soit très bien et que l'émission de cuisine soit très bien, le mélange des deux, sur la durée, je suis pas convaincu. On va voir où ils veulent aller, si les histoires se rejoignent à un moment ou pas, ce que j'espère quand même. Mais pour le moment, ouais, c'est bizarre à lire. C'est pas désagréable, mais bizarre. Voilà, Donc ce que j'ai lu, je me suis surtout attaché cette semaine où j'étais pas très bien à faire de la relecture plutôt que de la lecture. Et donc on va parler de Maximum Carnage. Alors autant j'ai eu du mal à me remettre dans le slot et autant j'ai du mal à avancer dans le slot, autant ça j'ai dévoré d'une page à l'autre en 2-3 fois. Donc déjà on va parler de ça. On nous dit que c'est un format révolutionnaire qui vient des États-Unis et tout. Panini, vous faisiez la même chose dans les années 2000, ça s'appelait les Monsters. Alors certes, la qualité du papier était moins bon puisqu'on était plus sur du papier bottin plutôt que du papier comme celui-là. Certes, ça n'a pas marché à l'époque, mais de là à dire que c'est hyper créatif, voilà, outre le fait que la collection existe depuis des années aux États-Unis, et que c'est juste une transposition française d'une part, et que l'équivalent existait déjà il y a 20 ans, ouais, voilà quoi. Je ne pense pas que ce soit un format plus ou moins bien qu'un autre. Voilà. Je pense que ça va permettre effectivement de découvrir des choses pour un prix relativement raisonnable. Ou redécouvrir des choses pour ceux qui ne les connaissent pas. Là, ça c'était clairement pas une découverte pour moi, c'était une redécouverte. Je sais que les épisodes étaient géniaux, j'avais adoré à l'époque. Le passage d'un artiste à l'autre, ça va à peu près. Il y a vraiment, on va dire que Sal Buscema, où le trait est vraiment à part par rapport aux autres artistes de cette histoire, mais ça reste assez cohérent. On sent que les scénaristes ont travaillé ensemble pour faire une histoire cohérente. Les personnages annexes arrivent, repartent. Il y a des fils rouges derrière qu'on peut suivre d'un épisode à l'autre. On n'est pas juste sur de la baston pour de la baston. Il y a plein de choses qui se passent, plein de révélations, plein de... Voilà. Non, franchement, c'est super sympa. L'adaptation, par contre, on va en parler. Alors, moi, je sais pas qui s'occupe de faire la traduction. Mais là, cette bulle-là, moi j'ai un problème. Voilà.
va essayer de faire la mise au point. Ah, c'est là, celle-là. Allô, vas-y, fais ta mise au point si tu veux bien. Voilà. Tu es ce salaud. Alors, salaud, ça s'écrit S-A-L-A-U-D, pas S-A-L-O-P. Ça n'est pas le masculin de salope, ce sont deux mots différents. Et salaud, S-A-L-O-P, n'existe selon l'Académie française que dans les littératures très très spécifiques avec des auteurs très spécifiques, et c'est considéré comme une écriture non seulement désuète mais carrément archaïque. Voilà. Donc, quitte à employer, alors moi j'ai bientôt 50 balais, j'ai passé l'âge de m'offusquer pour des gros mots dans des bandes dessinées. Je suis pas sûr que ce soit hyper adapté pour des jeunes, mais bon, ça c'est un autre débat. Le fait qu'il y ait une injure, ok, mais autant qu'elle soit bien écrite, quoi. Parce que franchement, si on sait pas que salaud ça s'écrit S-A-L-A-U-D, et que S-A-L-O-P, normalement on n'est pas censé l'utiliser, sauf dans des formes d'écriture très très spécifiques. Je pense pas que la traduction de comics, avec tout l'amour que je porte à ce média, soit du style littéraire. Hein, parce que sinon je pense qu'il y a des traductrices qui seraient dégagées depuis très très longtemps de cet univers-là. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je vais juste vous demander un petit effort, Panini. Quand vous traduisez les choses, relisez-vous. Et puis si vous devez utiliser des injures, au moins utilisez-les correctement au point de vue de l'orthographe. Merci. Donc sinon, bah ouais, j'ai adoré. Il y a une petite histoire complémentaire avec le Punisher et les Dents de Sabre. Ouais, c'est pas exceptionnel. Ça présente juste l'avantage d'avoir du Scott McDaniel au dessin, et encore du Scott McDaniel débutant qui n'est pas forcément au top de son art. Donc c'est très bien, moi je vous le conseille absolument. On peut ne pas avoir lu de Spider-Man avant, on peut ne pas lire de Spider-Man après, c'est une histoire complète qui se tient en elle-même, et tout va bien. Voilà, donc le format, ouais, bof, l'histoire à l'intérieur, ouais. Dans ce format-là, j'ai commandé Opération Galactic Storm, un gros trou de lecture pour moi au niveau des Avengers et des Syrianex, puisque ça n'avait pas à l'époque été publié en France. Donc j'aurai ça, je pense, fin novembre, début décembre. Et puis j'ai commandé aussi un épique Star Wars. Je suis pas trop fan de Star Wars. Mais par contre, j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait du Timothy Zahn, et du Timothy Zahn qui écrirait, parce que je ne sais pas si l'histoire est de lui, Marajad. Alors, moi, en dehors des films, il n'y a pas grand-chose qui m'a vraiment plu. J'ai lu beaucoup de choses au niveau des livres et de l'univers étendu. Moi, ce que j'ai adoré, franchement, c'était les suites aux films qui avaient été faites par Timothy Zahn, que je trouvais génial, mais vraiment génial. Et donc je me dis qu'une adaptation comics du personnage de Marajad que j'ai lu dans ces romans-là, je vous le conseille, mais très fortement. Voilà. Donc après je lirai, je donnerai mon avis quand j'aurai lu, mais là sur le papier, on fonce. Voilà. Ensuite, dans la relecture, Warlock et les Gardiens de l'Infini. Waouh. C'était comme dans mon souvenir. C'était vraiment génial. C'est vraiment la suite du défi de Thanos. Ça va jusqu'au moment de la fin de la guerre du pouvoir. Et on a déjà les prémices de la guerre de l'infini avec la DS. Donc enfin franchement non, c'est super sympa. Vivement la suite. Ils annoncent à l'intérieur que donc la deuxième partie fera Warlock et The Infinity Watch, et la série annexe Warlock qui couvrait les épisodes donc, de la guerre contre la DS. Et il y aura un troisième volume qui couvrira lui l'intégralité du crossover avec Thor et le surfeur d'argent, Blood and Thunder.
Je pense que les 2 prochains seront achetés d'office. Je ne sais pas s'ils publieront la suite, parce que la série s'arrête au numéro 42. Et je sais qu'après le 25 de mémoire, je les avais lus dans le temps, la qualité des histoires avait vraiment plongé, quoi. Donc je sais pas si Panini publiera la suite. Moi en tout cas je vous conseille absolument, c'est vraiment très bien. On a 2 artistes dessus qui alternent, Angel Medina et Rick Leonardi. Et franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment génial. Oui, Tom Raney aussi. Il y a aussi du Tom Raney dedans. Mais franchement, non, très bien. Il y a même un épisode que je ne me rappelais pas avoir lu avec Hulk, qui est vraiment super sympa. Donc non, franchement bien. Franchement bien. Alors, ensuite, on va parler des 2 nouveautés que j'ai lues. Fallait bien que je vous en parle, hein. Crossover, à la suite. Autant le premier tome, c'était le lecteur face à l'œuvre, autant là, c'est le créateur face à l'œuvre. Et c'est génial, c'est génial. Je peux toujours pas vous spoiler parce que c'est vraiment trop bien et j'ai pas envie, pardon, j'ai pas envie de vous spoiler. Autant c'est génial, c'est génial. Il y a des personnages qui apparaissent d'autres histoires. Il y a des auteurs dont le compte est réglé de façon très sympathique. Voilà. J'en dirai pas plus. Si vous êtes fan de batte de baseball, vous allez trouver votre pied là-dedans. Moi, je vous dis que ça, le reste, je vous en parle pas. Voilà, vous irez voir par vous-même. J'ai peut-être un regret. Donc, comme il me semble que j'en avais parlé dans une vidéo précédente, le premier épisode, c'est un truc à part. Et après, on enchaîne sur une deuxième histoire qui va jusqu'à l'épisode 13. Et il y a des personnages annexes d'une autre série qui s'intègrent dans l'histoire de façon très prépondérante, au point que les personnages principaux du premier tome sont mis un peu en retrait. Et c'est légitime par rapport à l'histoire qui est racontée. Mais ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu parce que j'aurais préféré vraiment me concentrer sur l'histoire des personnages du premier tome et moins passer sur d'autres gens. Mais c'est super et malheureusement, donc là ça couvre jusqu'à l'épisode 13. Je sais pas quand est-ce qu'on aura la suite parce qu'a priori aux États-Unis la suite n'est pas encore sortie. Donc on risque d'attendre un petit moment pour voir le tome 3. Mais franchement, foncez. C'est du super-héros sans lettres. Ça tape dans tous les styles. Je l'ai déjà dit, ça fait réfléchir sans être prise de tête, mais ça nous pose de bonnes questions en tant que lecteur de comics ou même lecteur en général. Par rapport à nos attentes vis-à-vis des personnages, par rapport à nos attentes vis-à-vis des histoires, c'est vraiment un truc qui fait réfléchir dans le bon sens, sans se prendre la tête. Sans se prendre la tête, j'insiste bien. Donc je vous le conseille sans aucune réserve, foncez crossover, prenez les 2 tomes et faites-vous plaisir parce que c'est vraiment une lecture qu'il mérite. Si j'ai vraiment un truc envie de défendre un truc cette année, c'est crossover. C'est vraiment génial. Voilà. Et donc pour finir, The Unnamed Geiger, ou Geiger, je ne sais pas comment on dit. Geoff Jones, Gary Frank. Je parlais de Geoff Jones. Il est capable de faire du très bon, il est capable de faire du très mauvais. Là, jusque-là, je le savais. Et là, il fait du très moyen. C'est plaisant, c'est hyper agréable. Il y a quelques twists qui surprennent un peu et qui, pour le coup, sont pas mauvais. Mais franchement, ça va, c'est bien écrit, il n'y a pas de faute de goût.
mais c'est pas non plus emballant. Enfin, voilà, on est dans un monde post-nucléaire, puis voilà, il se passe des choses, et puis on est sur des archétypes de personnages qu'on peut déjà retrouver dans Mad Max, dans Waterworld, voilà, des personnages effectivement qui sont un peu extrémistes dans leur façon de penser, qui s'écrivent leurs propres règles. Euh, ouais, c'est pas hyper créatif en fait. On a une impression d'avoir déjà tout vu. Il n'y a pas un truc que j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu dans cette histoire. Ça n'empêche pas que j'ai passé un bon moment en le lisant. C'est très bien dessiné par Gary Frank au sommet de son art. Franchement, les pages, pardon, sont très bien. L'histoire a l'air d'être complète en un tome, même si on nous annonce une suite dans le même univers, qui s'appellera Junkyard Joe. Est-ce que je le prendrai à ce moment-là ou pas? Je sais pas, je verrai. C'est pas... Ouais, ça vaut un 12-13, pas plus. Là où un crossover serait facilement un 18-19, là ça vaut un 12-13, pas plus. C'est pas nul, c'est pas génial, c'est entre deux os, c'est sympathique, c'est bien dessiné. Encore une fois, il y a quelques twists surprenants dans l'histoire qui font que j'ai passé un assez bon moment en le lisant, mais c'est pas ultime. Voilà. Donc ce sera tout pour les lectures pour cette fois-ci. On se retrouvera, je pense, au niveau comics d'ici 2 semaines, 2-3 semaines pour prochaine vidéo. D'ici là, normalement, la semaine prochaine, je pense qu'il y aura des vidéos Magic, puisque demain je fais un tournoi avec ma fille. J'ai des vidéos Heroclix aussi que j'ai à poster, que j'ai toujours pas posté. Et puis sinon, bah, vous pouvez toujours me retrouver le mardi soir avec les copains d'Oxydé sur Twitch. Et bah, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant s'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez mon avis ou pas. Voilà. A bientôt, salut.